Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance d'information de la Chine. Merci de votre présence. Je suis Colleen Tim, je suis le PDG par intérim du CUSUM et c'est mon plaisir d'animer cette rencontre ce soir. Si vous assistez à la rencontre de façon virtuelle, nous vous demandons d'utiliser l'outil Q&A pour poser vos questions. J'aimerais souligner la présence de l'attaché politique de M. Cicconi, le député de Marquette, via Teams. Alors, je pense que nous allons commencer avec un petit vidéo. Alors, ce soir, nous allons aborder les points suivants. Nous avons M. Martin Gagnon, le gestionnaire de projet d'infrastructure du groupe AXA, qui va nous parler de l'évolution des travaux. Ensuite, Mme Claude Lemieux, conseillère cadre en gestion de projet au CUSUM, présentera l'échéancier global. Myriam Ménard, la directrice adjointe de l'hôpital de la Chine et du CHSLD Camille Lefebvre, présentera ensuite les unités de soins et les améliorations que vont apporter le projet de modernisation. Jean-Simon Frenette, directeur de projet à la SQI, expliquera l'horaire des travaux qui a récemment changé. Et nous avons le plaisir aussi d'avoir M. François Mackay, le vice-président de la Fondation, avec nous ce soir, qui va nous donner une mise à jour des travaux de la Fondation. Les présentations seront suivies d'une période de questions. Alors, j'invite maintenant M. Martin Gagnon à nous présenter l'évolution des travaux de construction. Bon, je m'excuse, je vais recommencer, ça va aller mieux, donc le micro est ouvert. Donc, on commence avec la façade qui donne sur la rue Saint-Antoine. Fait qu'on voit l'évolution du système d'enveloppe qu'on appelle dans notre jargon de construction, là, donc toute la membrane noire qui sert à étanchéiser le bâtiment et différentes structures métalliques qui viennent soutenir les panneaux de laine qu'on voit un peu là, en espèce de jaune-orange ou vert. Là. Donc, et puis par-dessus ça va venir ultérieurement tout le système de revêtement métallique, là, donc ça va être la dernière étape. Ça, c'est les étapes qui précèdent le revêtement métallique. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, du côté intérieur, donc dans un hôpital, il y a beaucoup de systèmes de plomberie, d'alimentation en eau, les toilettes et puis les gaz médicaux. Donc, on voit dans les plafonds au sous-sol, donc l'avancement des travaux de la plomberie de gicleur, de l'alimentation en eau, ensuite la ventilation aussi, donc et puis les travaux électriques, même chose, tous les conduits électriques sont sur la dalle là, au sous-sol. Prochaine diapo. Donc, on montre ici encore, on est sur encore sur la rue, la façade de la rue Saint-Antoine. Donc, on montre plus l'installation des cadres de fenêtres, qu'on appelle des murs rideaux, donc qui avancent aussi là, en simultané avec le système d'enveloppe. Ensuite, donc, ici, on voit au niveau 7, on a ce qu'on appelle une dalle flottante, c'est-à-dire que c'est une dalle où est-ce qu'il y a une espèce de système insonorisant en dessous
qui vient supporter les génératrices. Et puis, donc, au milieu, on voit l'époxy qui a été fait, là, qui est ni plus ni moins qu'une espèce de revêtement qui vient protéger là, la dalle de béton. Et à droite, donc, les génératrices qui ont été livrées, qui ont été installées dernièrement. Donc, ici, on voit la réalisation qui est toujours en cours, là, la progression de la réalisation d'une chambre prototype. Et fait qu'on a un peu une idée à quoi vont ressembler les chambres de l'hôpital. Et puis, ça permet là, donc à tout le monde, aux gens de l'espace clinique, de voir à quoi ça va ressembler quand on aura un projet fini. Donc, c'est 3 vues différentes qui montrent l'évolution de la chambre prototype. Même chose, donc il y a des salles de toilettes qui sont adjacentes à chacune des chambres. Donc ici, on voit l'évolution des travaux là, des salles de toilettes et il manquait la finition qui est en train de se faire présentement. Donc dans les prochaines semaines, on devrait être en mesure de voir ça. Ensuite, dans les niveaux inférieurs, donc tantôt on a vu l'évolution des mécaniques au sous-sol. Là, maintenant, on est au rez-de-chaussée et au niveau 2. Et là, on a commencé à fermer les murs, donc à mettre le gyps sur les murs, c'est-à-dire que la mécanique est en train de se finaliser, de se compléter dans les cloisons, dans les murs, si on veut. Et puis là, donc les cloisons, les divisions là, sont montées et on est en train de fermer les murs en gyps. Donc, ici, là, encore sur le système d'enveloppe, mais on est plus du côté de la cour intérieure, donc qui donne sur la 13e avenue et l'ancien stationnement, si on veut. Même chose, donc l'évolution des membranes, de l'isolant, des supports métalliques qui vont recevoir un peu plus tard le système des systèmes de finition d'un métallique. Maintenant, j'invite Claude à poursuivre avec l'échéancier. Donc, bonsoir tout le monde. On peut tout de suite passer à la prochaine slide. En fait, on vous présente l'échéancier global du projet. Je reviens globalement sur l'échéancier. C'est toujours prévu qu'elle s'active en 2 phases. Donc, la première phase, c'est la construction qui est en cours, l'agrandissement qu'on appelle. Puis ça va être suivi par le réaménagement dans l'existant. Des niveaux 1, 6 et de l'entrée principale. Donc, la première phase du projet est toujours prévue pour 2026. Donc, puis va s'en suivre après ça la deuxième phase du projet. Maintenant, on le détaille un petit peu plus pour dire, les gens nous disent, bon, quand est-ce qu'on déménage en 2026? Pour préparer tout ça et le déménagement, mais il y a quand même des phases qui sont soit déjà en cours pour les équipes cliniques, sont déjà affairées à se rencontrer, à regarder comment tout ça impacte les soins, l'organisation de leur travail. Donc, sont à se préparer à ce niveau-là. Pendant que la construction, on voit qu'elle avance quand même assez bien. Puis en parallèle à ça, nous, on a aussi des équipements. Donc, on a commencé l'approvisionnement en début de cette année des équipements. On a priorisé les équipements structurants qui doivent être souvent ancrés à la structure, des bras articulés dans les blocs opératoires ou des murs modulaires dans les chambres patients. C'est des équipements qu'on a priorisés puisqu'ils vont être installés en cours de chantier. Donc, ce qui va nous mener à quelque part en début 2026, ce qu'on appelle la réception avec réserve, c'est que les travaux de construction vont être suffisamment achevés pour que le CUSM puisse prendre possession des lieux et commencer à préparer pour qu'on puisse éventuellement recevoir les premiers clients, les premiers patients. Donc, la préparation, en fait, c'est pendant qu'il va sûrement y avoir encore des déficiences qui vont se corriger sur le site. Nous, on va mettre en service les équipements. Donc, tout ce qu'on aura approvisionné d'ici 2026, on va les recevoir et on va les déployer dans chacun des locaux auxquels ils sont destinés. On va s'assurer qu'ils sont fonctionnels et que le personnel est formé sur les nouveaux équipements. En parallèle à ça, l'activation clinique qu'on appelle va se faire en 2 phases. On va en faire une phase avant d'installer les équipements. Donc, on va s'assurer que tous les éléments électromécaniques des espaces sont conformes à nos attentes et à leur usage. Puis, dans un deuxième temps, quand les équipements seront installés, on va s'assurer que l'ensemble est complet, que tous les équipements sont en place pour qu'on puisse offrir les soins aux patients. Il y a des équipements présentement qu'on retrouve dans l'existant, qu'on va transférer, qu'on va déménager. Donc, oui, effectivement, il y a un déménagement qui va s'activer en dernière phase de cette préparation-là pour amener ce qu'on aura
ce qu'on souhaitera conserver et l'installer dans les lieux pour leur usage. On va aussi s'assurer en dernier lieu du montage de le matériel médical, de toutes les fournitures pour que tout soit prêt. C'est ce qu'on fait en dernier lieu pour finalement transférer les patients qui seront admis à l'hôpital, donc dans l'existant et qui seront transférés dans l'agrandissement. Et puis, pouvoir accueillir les nouveaux patients là, le jour 1 dans l'agrandissement quelque part en 2026. Donc, c'est une phase quand même, la réception avec réserve, et puis cette phase-là de préparation et de transition, d'activation, de déménagement qu'on peut appeler, va s'activer peut-être de 4 à 6 mois. Là, on est en train de peaufiner l'échéancier et d'optimiser ça. Donc, ce qui va nous mener en 2026 là, pour offrir les soins aux patients. Donc, après ça, des espaces libérés dans l'existant, comme on mentionnait déjà, va nous permettre, après ça, d'entreprendre les travaux de la deuxième phase pour le réaménagement. Puis, à quelque part, en 2027, on devrait là, être à la fin là, du projet pour avoir l'entièreté du projet à la disposition de la population. Merci. Je donnerai la parole à Myriam. Donc, bonjour tout le monde. Maintenant que les travaux de la construction de la bâtisse sont bien amorcés puis que tout progresse bien, pour les équipes cliniques, ça nous permet de mieux se le visualiser puis de mieux se mettre en action pour préparer tout ce qui s'en vient du côté clinique. Donc, on va prendre chacun des étages un petit peu en redescendant. Là, habituellement, on le faisait du rez-de-chaussée au toit, puis on va le faire à l'inverse. Donc, je vais passer sur les différents éléments cliniques sans faire une description exhaustive parce qu'on serait ensemble jusqu'à minuit. Fait que je vais juste passer les éléments principaux. Il y a certains éléments que je ne parle pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en fonction non plus. C'est juste qu'il y avait moins de nouvelles parce qu'on n'est pas à la même hauteur là, dans les préparatifs. C'est un grand marathon. Alors, on s'assure que tout se prépare de façon adéquate pour être en mesure là, d'arriver tout le monde sainement en 2026, puis de pouvoir soigner la population que dessert l'hôpital de la Chine. Donc, au niveau de la capacité des salles de chirurgie, tu vas pouvoir changer de diapo. Il y aura une augmentation là, dans les nouveaux locaux. Ils vont être au 5e étage. Ils vont permettre de poursuivre le développement de la pratique avec des cas plus complexes pour plusieurs spécialités. Donc, on pointe ici particulièrement l'urologie, l'ophtalmologie et l'orthopédie. Ça va permettre d'avoir un impact pour diminuer certaines des listes d'attente qui sont particulièrement suivies au niveau du ministère, mais qui sont aussi particulièrement un besoin pour la population qu'on dessert au CUSM et à la Chine. Puis les nouveaux espaces sont organisés aussi pour améliorer la confidentialité lors des échanges là, avec les patients puis les familles. Donc, ça va être des espaces qui sont plus dégagés, qui permettent d'avoir soit les portes se ferment ou quand ce sont des espaces qui sont plus ouverts, mais il y a assez d'espace pour pas que les discussions soient entendues par des personnes qui sont à proximité. Ce qui est attendu aussi avec le bloc opératoire et avec l'étage au complet, c'est que les patients vont avoir une meilleure expérience de soins en raison des nouveaux espaces qui vont être lumineux. Il y a des grandes fenêtres au niveau de la salle de réveil. Il y a plus d'espace. Donc, ça va être plus confortable pour les personnes, pour les patients et leurs familles. Et on va également s'assurer qu'il y a une continuité dans le suivi pour la qualité des soins, pour la satisfaction des usagers et pour la satisfaction des travailleurs aussi, parce qu'on veut s'assurer que le personnel aussi est heureux de travailler dans nos installations. On va changer la diapo. D'avoir une nouvelle un nouveau bloc opératoire avec une augmentation des activités, ça requiert aussi un URDM, donc l'unité de retraitement des dispositifs médicaux. Donc, c'est la salle de stérilisation où tous les instruments du bloc opératoire sont nettoyés et stérilisés entre chacun des patients. Donc, l'URDM et le bloc opératoire travaillent vraiment très, très étroitement ensemble. En ce moment, il va y avoir un changement de pratique, étant donné qu'en ce moment, l'URDM est très petit et à l'intérieur du bloc opératoire. Quand on va déménager dans la nouvelle bâtisse, l'URDM se trouvera au sous-sol. Donc, il y a des changements de pratique qu'on est en train de préparer. Il y aura un ascenseur dédié pour le transport, là, pour pas qu'il y ait de croisement, puis pour respecter toutes les normes de sécurité et de prévention des infections et tout ça. Donc, ça va être vraiment, c'est en train d'être mis en place, les parcours, pour s'assurer là, qu'on respecte toutes les normes. La modernisation va permettre d'avoir une augmentation des services de la stérilisation qui sont faits et de subvenir aux besoins à la fois de l'augmentation des services du bloc opératoire et des cliniques externes qui vont aussi augmenter dans leur capacité.
va pouvoir changer de diapositive pour arriver aux unités de soins. Donc, les unités de soins sont au 3e et au 2e étage. Le 3e étage sera 29 lits de médecine et le 2e étage, il y aura des lits d'hospitalisation en chirurgie et des lits de soins palliatifs. Donc, on va pouvoir aller... parfait, tu as déjà changé, merci. Donc, les unités de soins, on va passer de 47 lits à 55 lits dans les nouveaux espaces au 2e et au 3e étage. Pour chaque patient hospitalisé, ce sera des chambres individuelles, ce qui va être un gros changement par rapport à ce qu'on a actuellement. Ça va être une grande amélioration. Donc, ça va être des chambres individuelles pour tous les patients avec une salle de bain dans chacune des chambres et une douche et un espace aussi pour un membre de famille pour s'installer confortablement un siège qui se place en lit ou qui s'incline pour permettre d'avoir un membre de famille présent. Donc, on s'attend avec ces améliorations-là d'avoir encore une amélioration puis une augmentation du taux de satisfaction des soins, de l'expérience patient. C'est un élément qu'on suit beaucoup, qu'on le fait maintenant, puis on va continuer à le suivre lors du déménagement, puis après, pour s'assurer que les patients, l'expérience patient, c'est notre hypothèse, qu'elle va s'améliorer encore quand on va déménager. Donc, on va continuer à suivre ça. Et aussi, il va y avoir évidemment plus de une amélioration au niveau de la confidentialité, étant donné que ce ne sera plus des chambres qui sont partagées. Ça va être plus tranquille aussi, la quiétude pour le repos, ça va vraiment être favorisé en ayant les chambres seules. Et il est attendu aussi qu'au niveau de la gestion des lits, ça c'est plus du côté opérationnel, là. Quand on admet les patients, il y a toujours un souci de placer les bons patients ensemble dans les chambres là, pour que ça soit sécuritaire puis que toutes les normes soient rencontrées. En ayant les chambres seules, ça va enlever cette complexité-là dans les admissions. Donc, on s'attend que les patients vont rester moins longtemps à l'urgence avant d'être admis lorsqu'il y a des lits qui sont disponibles, puisqu'on n'aura pas toute cette gymnastique-là à faire. Et pour les nouveaux locaux, du côté du personnel aussi, les modifications qu'il y a, c'est que les nouveaux locaux sont conçus pour offrir plus d'espace aussi aux travailleurs et avec des alcôves et des endroits là, spécifiques pour ranger les choses dans le corridor, dans des alcôves ou dans des systèmes de rangement pour diminuer le nombre de pas et la distance qu'ils ont besoin de parcourir et pour s'assurer qu'on est capable de répondre rapidement quand il y a des demandes des patients ou des familles, puis qu'on soit capable d'accéder rapidement. Donc, voilà, on va pouvoir changer la diapositive. Fait que maintenant qu'on a fait le 5e, le 3e, le 2e, on arrive au rez-de-chaussée. La majeure partie du rez-de-chaussée va être utilisée par l'urgence. Donc, on va pouvoir aller à la diapo suivante. L'urgence, elle va nous permettre là, d'augmenter la capacité. Donc, on vous met un petit résumé. Là. On va avoir une salle de code supplémentaire. Donc, on va avoir 2 salles au total. On aura 2 salles d'examen de plus, ce qui fait qu'il va pouvoir avoir un plus grand roulement de patients ou plus de patients en vue en simultané. Donc, on va avoir 6 salles d'examen au total. Et une autre amélioration qu'on a comparativement maintenant, c'est qu'il y aura une salle de plâtre dédiée pour l'utilisation de l'urgence, ce qui fait que quand on a un orthopédiste qui est en clinique externe, bien, il n'y aura pas le partage à faire pour l'utilisation de la salle de plâtre. C'est souvent un bloquant pour la rapidité des soins qu'on a actuellement. Donc, ça va permettre de faciliter ce partage, cette utilisation-là. L'urgence va être organisée en sections. Donc, qui vont être clairement définis. Donc, ça va être plus facile pour la population en général de se reconnaître et de se repérer dans l'urgence. Donc, de la salle d'attente, les patients vont facilement pouvoir repérer où sont les espaces d'évaluation, où sont les espaces d'observation sourcilière. Donc, ça va être plus facile de se déplacer. Puis, il va y avoir des corridors spécifiques. Souvent, quand l'image que vous voyez dans la diapo, derrière le texte, vous voyez les belles grandes fenêtres avec le corridor. Ça va être les corridors que la population va pouvoir utiliser pour se déplacer, pour se rendre aux différentes salles d'évaluation. À l'intérieur, il va y avoir des corridors dédiés au personnel soignant puis aux équipes cliniques. Donc, ça va permettre aux équipes cliniques de se déplacer plus rapidement, puis ça va être plus calme pour les patients puis pour les visiteurs, étant donné qu'il n'y aura pas toute cette activité qu'on voit en ce moment parce qu'on a un unique corridor. Voilà. Et ça va aussi, la grande différence entre l'urgence qu'on aura dans 1 an et demi et l'urgence qu'on a actuellement, c'est qu'il n'y aura pas une urgence séparée en 2 avec les passerelles et les différentes, l'organisation. Donc, ça va être vraiment plus fluide et plus facile
de se déplacer et de se repérer. Les espaces changent pour permettre de mieux organiser le travail pour les cliniciens, puis d'améliorer la fluidité des soins. C'est sûr que c'est un souci qu'on a pour faciliter là, les soins, la prodigation des soins puis la réception des soins du côté des patients. Encore une fois, c'est un élément qui va être suivi, c'est la satisfaction avec les soins qui sont reçus. Donc, on va continuer à suivre et avoir des évaluations de la satisfaction des patients pour s'assurer que tous les soins se passent bien. Ensuite, voilà, ça c'est correct. On va pouvoir passer à la prochaine diapo. Je m'excuse, j'ai accroché mon micro. Donc, les soins intermédiaires vont être situés là, au rez-de-chaussée en continuité avec l'urgence du côté de la 13e avenue. Donc, les travaux se poursuivent actuellement pour ouvrir les soins intermédiaires dans l'existant au 5e étage. La date d'ouverture va être annoncée prochainement. Donc, les soins intermédiaires vont permettre de traiter les patients qui sont plus malades puis qui nécessitent des interventions, une prise en charge ou des traitements qui ne peuvent pas être offerts dans une unité d'hospitalisation sur une unité de médecine, donc qui ont besoin d'avoir un plus petit, d'avoir une observation des évaluations plus rapprochées là, avec les équipes. La prise en charge médicale des soins intermédiaires sera faite par la médecine de famille. La médecine interne sera présente là, en collaboration pour la consultation. En tant qu'hôpital communautaire du CUSM, la grande majorité des patients que nous soignons, qu'on traite, vont pouvoir obtenir l'ensemble de leurs soins à l'intérieur de l'hôpital de la Chine. L'environnement de travail, encore une fois, est réfléchi pour faciliter la prodigation des soins, assurer de l'observation des interventions rapides et améliorer l'ergonomie de travail pour l'équipe clinique. On va pouvoir changer de diapo. Et pour finir, le rez-de-chaussée, donc on a l'urgence qui prend le milieu du rez-de-chaussée. Près de la 13e avenue, ce sont les soins intermédiaires. Du côté de la 16e avenue, c'est la médecine de jour qui se trouvera là. On va pouvoir changer la diapo. La médecine de jour aura des accueils cliniques pour permettre d'évaluer puis investiguer rapidement certains problèmes de santé, particulièrement pour des patients qui viennent à l'urgence puis qui n'ont pas besoin d'être vus à l'urgence, le tout peut se faire dans un contexte de clinique externe la même journée. Donc, on va vraiment là, s'assurer de répondre aux besoins de la population pour des évaluations rapides. Les types d'accueil clinique sont en analyse actuellement pour s'assurer de déployer vraiment ceux qui sont requis pour les besoins de la population desservie par l'hôpital. Il y a plusieurs services offerts actuellement à l'unité de médecine de jour qui vont être bonifiés par la réorganisation. Pour vous donner quelques exemples, les soins de plaie, les traitements intraveineux, les transfusions qui sont faits à l'externe, qui viennent se faire en médecine de jour ici, on va avoir plus de capacité, étant donné que la médecine de jour sera plus grande et sera organisée différemment. Donc, je vais passer la parole à Jean-Simon Frenette de la SQI pour parler des travaux, des horaires de travaux. Alors, bonjour. Il faut savoir que les contrats de construction ont été rédigés et octroyés selon une base d'horaire de travaux qui était en fonction du règlement de l'arrondissement. Cet règlement-là d'arrondissement a été modifié au cours des derniers mois pour être plus restrictif envers certaines heures de travaux permises. Donc, dans le but de ne pas retarder les travaux et ne pas faire augmenter les coûts avec les entrepreneurs, une demande de dérogation à ce règlement-là a été présentée à l'arrondissement La Chine et elle a été acceptée. Donc, aujourd'hui, je vais vous lire les nouveaux horaires de travaux qui se détaillent comme suit. Donc, les travaux à l'intérieur sont prévus du lundi au vendredi à partir de 6h30 le matin jusqu'à 21h. Donc, c'est réputé être des travaux qui sont normalement sans bruit puisqu'ils sont à l'intérieur. Et également le samedi de 6h30 à 18h et le dimanche de 9h à 15h. Également, des travaux à l'extérieur sont prévus le samedi de 8h à 18h et le dimanche de 9h à 15h. Il faut savoir que ces extensions-là ne sont pas utilisées couramment. Donc, à l'instant où la dérogation est utilisée pour effectuer des travaux
à l'extérieur des heures prévues par le règlement, un avis doit être envoyé aux citoyens qui en font la demande et qui peuvent s'inscrire sur la liste de distribution qui est prévue. Je vais laisser le CUSUM présenter la prochaine diapositive où la manière de s'inscrire à cette liste-là est inscrite. Donc, je peux préciser que normalement, soit le code QR peut vous amener au site. Aussi, on en a mis sur les clôtures de chantier alentour si jamais il y en a qui n'auraient pas eu déjà l'occasion. Sinon, sur le site Internet aussi du CUSM, vous allez trouver l'adresse pour vous inscrire. On a déjà plusieurs personnes qui sont inscrites et déjà on communique les infos travaux ou des informations qui seraient pertinentes là, pour les gens. Donc, c'est ce qu'on va faire si jamais il y avait des travaux qui se feraient là, de façon inhabituelle sur des heures qui seraient pas prévues là, pour le chantier à l'orge. Donc, on vous invite à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Alors, bonsoir tout le monde, vous allez bien? Oh, excusez, je ne voulais pas vous réveiller. OK. Alors, mon nom, c'est François Macaille. Je suis vice-président de la Fondation d'Hôpital La Chine depuis, je ne suis pas sûr combien de temps, mais peut-être une bonne douzaine d'années, si ce n'est pas une quinzaine d'années déjà. Puis, je peux vous dire que ce projet-là, moi, j'ai 49 ans, puis je suis né dans la 12e avenue, juste en arrière, juste ici, là, on est où? Fait que juste en arrière, fait que ça fait longtemps ça fait longtemps qu'on entend parler de projets d'agrandissement pour l'hôpital de la Chine, puis je suis vraiment heureux. Parce qu'il y a, en 2000, je pense que les premières discussions ont eu lieu en 2008, ou je ne sais pas si quelqu'un est au courant, là, mais ça fait très, très, très longtemps. Puis je pense que le premier budget même qu'on avait eu pour l'agrandissement était de quelque chose comme de 30 ou 40 millions de dollars. Alors, ça l'a très évolué et on a vraiment, vraiment un beau projet. La Fondation de l'Hôpital La Chine, bien sûr, avec l'hôpital, on dessert la Chine, mais on dessert aussi Dorval, puis tout l'ouest de l'île de Montréal, finalement. Alors, nos donateurs proviennent d'un petit peu partout et on est très heureux de ça, puis on est très heureux de contribuer à l'agrandissement. En fait, moi, quand on parle d'agrandissement, on parle quasiment d'un nouvel hôpital parce que en pied carré, est-ce que c'est plus grand que l'hôpital actuel? Si on regarde en pied carré. Je l'ai en mètres carrés, je n'ai pas le pied carré. OK. Bon, en mètres carrés, ça va aller. L'hôpital actuellement a 18 000 mètres carrés, on en rajoute 15 000. Ah, OK. Bon, OK. C'est pratiquement, on double pratiquement la superficie. Alors, on est très heureux. Comme je vous dis, ça fait longtemps qu'on voulait voir ce projet-là parce que quand on travaille pour une fondation, notre mission, c'est d'amasser des sous pour aider l'hôpital à chaque année à acheter de l'équipement et à se moderniser. Et quand on travaille dans un plus grand cadre, comme le cadre d'un projet d'agrandissement, c'est encore plus stimulant pour les bénévoles qui font partie de la Fondation de l'Hôpital La Chine. Fait que quand on nous a appris que finalement le projet allait démarrer, on était très heureux de ça. Puis à chaque année, la Fondation, on fait différentes activités pour amasser des fonds. Et maintenant, notre concentration depuis quelques années va, bien sûr, pour l'agrandissement de l'hôpital de la Chine. Alors, notre objectif est de 5 millions de dollars pour la Fondation. La Fondation a commission 5 millions de dollars pour l'agrandissement de l'hôpital de la Chine. Et on me dit que ça va très, très bien. Je ne pense pas qu'on peut dévoiler exactement tous les chiffres, mais je pense qu'on peut confirmer qu'on va atteindre notre objectif. Alors, on est très heureux de ça. Puis, je dois remercier vraiment le CUSUM parce que, moi, j'étais là avant notre association avec le CUSUM. Maintenant, la Fondation de l'Hôpital de la Chine est associée avec la Fondation du CUSUM. Donc, ils ont pris en charge certaines opérations pour nous permettre d'être encore plus productifs, puis, en fait, d'améliorer nos résultats, d'aider justement l'hôpital La Chine à se doter de meilleurs équipements, puis à offrir une meilleure qualité de soins aux gens de la Chine ou de Dorval ou de l'ouest de l'île. Alors, on est très heureux de ça. Puis, j'aimerais souligner aussi nos vice-présidents de la campagne. En fait, puis je les ai juste pour être sûr, je n'oublie pas personne. Alors, nos coprésidents d'honneur, c'est Hélène Gagnon et Peter Pompogno. Et j'aimerais également remercier nos bénévoles qui sont notre mairesse, en fait, Maya Vodanovic et François Vaquet. Puis, bien sûr, Myriam, qui est toujours là, parce qu'on fait beaucoup de rencontres quand même.
Myriam est de toutes les rencontres du conseil d'administration, puis le conseil exécutif, tu es fréquemment là. Alors, donc, elle fait un excellent travail. Très heureux de l'avoir. Tous les membres du conseil d'administration qu'on voit rarement, sauf à certains événements, mais c'est tous des gens qui donnent de leur temps. Puis, je veux dire, on a tous 24 heures dans une journée. C'est pas tout le monde qui fait du bénévolat. Puis, tous ces gens-là sur le conseil d'administration, c'est des gens qui font ça gratuitement pour le bien de la population. Puis pour redonner au suivant. Fait que souvent, j'invite les gens en fait, à faire du bénévolat aussi, parce que je pense que c'est une bonne chose de redonner. Et donc, le conseil d'administration de la Fondation que je tiens à souligner. Puis, merci à tous les gens qui se sont déplacés, les gens à la maison. Puis, j'aimerais souligner que Jacques Filion, c'est ça, il m'a téléphoné ce matin puis m'a dit qu'il ne filait pas. Alors, malheureusement, il ne peut pas être là. Je ne sais pas s'il est en ligne, mais salutations à Jacques Filion, notre président, qui fait également un excellent travail, Jacques. Franchement, là, c'est colossal. Il y a quelques années, il m'a dit, François, tu es sûr que tu ne veux pas devenir président? Je te laisse ma place. Je dis, non, pas du tout, je veux pas. Je suis bien dans mon rôle de deuxième. Fait que ça, j'adore ça, supporter, aider les gens, mais c'est tout un travail que d'être président de la Fondation de l'Hôpital de la Chine. Puis il relève ça avec brio depuis à peu près, je pense, 20 quelques années, Jacques, qu'il est là. Alors, c'est tout à son honneur. Donc, merci beaucoup à tous les citoyens qui sont déplacés, puis ceux qui écoutent en Zoom ou en Teams. Et c'est ça. Alors, on a hâte d'avoir l'hôpital, puis de pouvoir justement visiter tout ça. Alors, merci. Merci beaucoup, M. McKay. Et M. Filion aussi, si vous êtes avec nous par Teams, on apprécie vraiment beaucoup le partenariat avec la Fondation. Alors, merci infiniment. Merci. Alors, je pense qu'on peut passer à la période de questions. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Attendez, je pense qu'il y a un micro, si vous voulez. Ah. Jean, il a une bonne voix. Ouais. Ah. À propos de quand ils viennent de remplir l'oxygène dehors, les 2 tanks qui sont dehors, ils sont venus l'autre jour, un samedi soir. Quand? Un dimanche? OK. On l'a enregistré le dimanche soir. Ça ne va pas de bon sens qu'ils viennent le soir. Aucunement. Même dans la semaine, ils ne devraient même pas venir le soir. C'est dans le jour qu'ils devraient venir. Et celui qui prend la lecture des cadrans, je ne sais pas c'est qui, mais c'est dans la journée qu'il devrait vérifier ça à tous les jours. Ça, on l'a enregistré. Et puis, dimanche soir, ça n'a pas de sens. Ça fait assez un gros bruit, là, qu'on n'a pas, on n'est pas tranquille pantoute. Donc, on n'a pas demandé d'avoir les 2 tanks-là, là. Ils sont proches de nous autres. Mais on voudrait avoir aussi la paix quand il arrive la fin de semaine pour remplir ça. Ça devrait venir dans la semaine, dans la journée. Absolument. Je vais juste continuer avec mon conjoint. C'était dimanche le 22 septembre, ça fait pas longtemps, de 20h à 21h que ça a duré. Son revenu, le monsieur est revenu mercredi le 16 octobre, mais à l'heure du dîner. Ça, il n'y a pas de problème. Pas du tout de problème. J'ai la vidéo ici. Vous entendez le bruit? On entend ça 1 heure de temps. Le temps qu'ils remplissent. Ça a donné qu'il faisait beau en plus cette journée-là. Fait que les fenêtres sont ouvertes. Les gens. Très désagréable. D'abord, on avait déjà parlé à l'autre réunion au point de vue de l'emplacement. On n'était pas satisfait. C'est ça. Ça a l'air qu'on ne peut rien faire. Alors, je m'excuse que vous ayez subi cette expérience désagréable, comme vous avez dit. Peut-être que c'est M. Gagnon qui pourrait répondre à ça? Non? Non, c'est plus le CUSUM. Nous, on n'a pas de contrôle sur... Ah, je m'excuse, j'ai oublié de souligner que M. Legris est avec nous, notre directeur des services techniques. Pierre-Marc, est-ce que c'est une question? Est-ce que vous pourrez répondre? Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. OK. Donc, merci pour le commentaire. Là. En fait, on a un contrat de livraison avec une entreprise externe, évidemment, pour les réservoirs. Donc, j'ai bien pris en note là, la journée et l'heure de la livraison. On va vérifier avec l'entreprise. Évidemment, il y a des réglementations au niveau de la ville là, en termes de bruit qu'il faut respecter. On va s'assurer que notre fournisseur respecte ces règlements-là.
Donc, on pourra, de mon côté, avec nos équipes, là, assurer un suivi auprès du fournisseur. Donc, merci pour le commentaire. C'est supposé être comme la maintenance devrait s'occuper de ça, non? En fait, Bernard, est-ce que tu as entendu? oui, j'ai entendu. En fait, moi, en fait, je suis directeur des services techniques. Donc, les équipes de maintenance du CUSUM et de l'Hôpital de la Chine sont dans mes équipes. Donc, effectivement, là, on va faire le suivi. C'est ça, vous envoyez quelqu'un prendre le reading dans la journée. Si vous en avez besoin, vous appelez là-bas, puis eux autres, ils viennent remplir dans la journée. En fait, on a de la télémétrie. Donc, le fournisseur à distance, il peut voir là, le volume des réservoirs. Effectivement, nous, on a des employés qui prennent les lectures, mais les commandes sont faites automatiquement au niveau du fournisseur avec les lectures à distance qui sont prises là, par télémétrie. Mais comme j'ai mentionné, évidemment, on veut s'assurer là, qu'on respecte toutes les règles là, en termes de niveau de bruit. Donc, on fera le suivi avec le fournisseur. D'accord, merci. À cette heure, un autre point de vue. C'est quand vous avez fait changer la fontaine dans la rue. On a fait changer la fontaine dans la rue de distance. La bonne fontaine, d'abord. On m'écoute-tu, là? On m'entend-tu? Oui, continuez. Donc, la bonne fontaine OK, est bon, quand ils ont creusé dans la rue, même, il est resté des trous, comme on dit. Ils n'ont pas rempli d'asphalte complètement à l'égalité de l'autre. Quand les camions viennent avec leur trailer et le stock dedans, ça saute, puis on entend le bruit la journée longue. Ça, c'est un autre point. Ça, c'est plus une question pour M. Gagnon. Donc, les travaux dans la rue, l'asphaltage notamment, c'est des travaux qui sont temporaires qui ont été faits. Oui, mais... Parce qu'il reste d'autres travaux à faire, dont Hydro-Québec, qui vont venir brancher ultérieurement la bâtisse, là. Mais je sais qu'il y a eu... je vérifie avec le surintendant. Je sais qu'ils ont refait venir l'entrepreneur. Il y avait des trous à un moment donné. Mais là, on va le prendre en note. S'il y a d'autres trous, là, des fois, donc avec les gels, dégels, et avant la période de gel, on va demander à l'entrepreneur qui vienne les réparer. Les trous, ça, c'était dans le rond-coin ici. Oui, ça, c'est moi qui ai dit ça à la ville, au meeting, quand on est allé. Mais moi, je parle dans la rue même. Dans la rue. Ils n'ont pas fini. L'asphalte égale à l'autre. Comme ça tourne un trou qui est là, puis ça saute tout le temps. Donc, ça vient aussi, c'est étonnant, ça, avec. Puis, une autre affaire, moi, c'est le lift à 7 heures le matin. Lui, il part son lift, ça, je suis d'accord. Mais après ça, quand il met ça de reculons, il y a son bip, bip, bip. OK? Ça, je suis d'accord avec vous. Mais à cette heure, ça n'existe plus, ces affaires-là. C'est supposé des affaires qui sont sourdes, un peu, mais que les gars l'entendent pareil, mais c'est plus un criard de aigu. C'est un autre son à cette heure. Là, je ne peux pas vous dire, je peux faire des vérifications. Là, je ne connais pas les différents sons des équipemps, là, mais ça, c'est obligatoire selon la CNSP d'avoir. C'est vrai, mais c'est un autre son à cette heure. C'est plus ça, c'est trop dur pour les oreilles, ça, avec. Je peux vérifier s'il y a différents systèmes. Là, oui, il y en a, ça, c'est sûr. Ce n'est pas ma spécialité, mais on va vérifier. D'accord. Merci. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, on va faire les suivis nécessaires. Éric, est-ce qu'il y a des questions par Teams? Aucune question pour le moment. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Ah, correct. Oui, bonsoir, Jeannot Pinault. Petite question, c'est juste, il y a moyen de rassurer la population à savoir est-ce qu'on va avoir du personnel pour travailler quand tout ça va être fini. Je vois que j'ai passé à Vaudreuil dernièrement. Il y a une grosse hôpital qui se construit là aussi. Et ici, notre agrandissement. J'imagine que le personnel actuel va transférer, mais on va-t-il en avoir besoin de plus? Je crois que oui. C'est une très bonne question. Je vais peut-être commencer, Myriam. C'est sûr qu'on fait beaucoup d'efforts au niveau de recrutement et rétention, surtout pour la Chine, et ça va mieux dernièrement, mais Myriam peut compléter. Merci, Colleen. Donc, effectivement, il y a des travaux qui sont faits pour voir qu'est-ce qu'on a, le nombre de personnel qu'on a actuellement, puis nos besoins qu'on aura. Évidemment, on savait, on connaissait l'état de nos ressources actuellement, là, mais on a fait le travail pour voir quels seront nos besoins en ressources, autant les ressources cliniques que les ressources de soutien là, avec les équipes
des installations matérielles, avec tous les différents corps de métier qui sont requis pour que l'hôpital fonctionne. Et ensuite, il y a un plan, il y a déjà un groupe de travail des ressources humaines qui sont en action actuellement pour faire de l'embauche puis aller chercher le personnel qu'on a besoin pour être capable de répondre à l'ambition qu'on a et à la planification qu'on a d'offrir les services tels qu'ils sont prévus. Et en parallèle à ça, on a aussi tout le plan de formation aussi pour accueillir tous les nouveaux employés, s'assurer qu'ils vont avoir l'orientation nécessaire et la formation nécessaire avec les équipements. Donc, on a plusieurs fronts qui travaillent en parallèle, puis qui travaillent ensemble pour s'assurer qu'on aura les ressources. Puis ça, on va le voir avec le temps. Évidemment, le lancement de tout le plan de communication pour les embauches, ça commence tranquillement, mais ça va plutôt s'activer en 2025, moment où on se rapprochera vraiment là, de la mise en action de la nouvelle bâtisse. Merci. Merci, c'était une très bonne question, en effet. Bon, je vais revenir. À propos des tanks, on avait parlé déjà qu'on était pour les cacher avec des cèdres. J'espère qu'ils vont être matures, les cèdres, mais qu'on les plante. Pas des petits cèdres de même, là, qui va prendre 20 ans avant qu'ils arrivent en haut. Fait que ça prendrait des cèdres matures et une bonne longueur pour cacher vraiment la vue. Honnêtement, je n'ai pas encore regardé qu'est-ce qu'il y a comme. Je sais qu'il y a de l'aménagement paysager. Ben, c'est ça, je parle. L'année prochaine et l'autre année d'après aussi. Là. Mais là, quel est le type de plantation? Là, je ne suis pas rendu là, je n'ai pas regardé, je ne peux pas vous répondre, mais il y a des plantations qui sont prévues là, pour essayer de cacher ça. S'il y a de quoi, on ira, moi et vous, ensemble. Il n'y a pas de problème, on ira. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, Sandra Seto. Question plus pour Mme Tim et Mme Ménard. Vous avez mentionné les soins intermédiaires, mais pas les soins intensifs. Donc, je présume que les chirurgies que vous allez avoir, les procédures, c'est des cas qui ne sont pas trop complexes et que les cas complexes vont être faits soit au Glenn ou soit au général et que si jamais il y a un problème dans la salle, on ne l'espère pas, mais si jamais il y a un problème médical, qu'il y a un fast tracking pour aller dans un autre centre. J'ai juste besoin de confirmation. Mais je vais commencer. Nous avons déjà des corridors de service déjà en place. Comme l'hôpital de la Chine est une partie du CUSUM, alors nous avons déjà ces corridors de service en place, mais peut-être que Myriam peut répondre à la question. Donc, en ce moment, ce qui a été fait pour se rendre à cette décision-là, les soins intermédiaires, ils vont ils vont permettre de répondre à la grande majorité des besoins d'un hôpital communautaire comme l'hôpital de la Chine qui est à l'intérieur du CUSM. Étant donné notre collaboration puis notre appartenance au CUSM, on n'a pas besoin, et il n'y avait pas de pertinence non plus quand l'évaluation de la situation se fait, d'avoir toutes le soutien, laissez-moi recommencer, ça ne sera pas long, je m'excuse, la journée est longue. Donc, s'il y a un besoin d'avoir vraiment dans une situation de soins très, très complexe où on aurait besoin d'avoir l'expertise surspécialisée des intensivistes et de toute l'équipe puis du plateau technique des soins intensifs, à ce moment-là, on va transférer les patients soit dans le CUSM la majorité du temps, soit au général ou au Glenn ou au neuro, tout dépendant de la spécialité qui est requise. Par contre, pour ce qui est des chirurgies, c'est le processus qu'il y a actuellement aussi. Les patients qui viennent à l'hôpital de la Chine, c'est des patients qui ont besoin de chirurgie spécifique. Donc, les chirurgies sont offertes ici parce qu'on est actuellement capable on offre des soins sécuritaires avec des équipes compétentes et on est capable de répondre s'il y a des urgences de soins. La différence qu'il y aura quand on aura les soins intermédiaires versus la situation actuelle, c'est qu'un patient qui deviendrait très malade pourrait être hospitalisé s'il y a une pertinence sur l'unité de soins intermédiaires plutôt que de le transférer. Donc, ça va être une amélioration comparativement maintenant. Si l'état du patient requiert vraiment d'avoir la surspécialité avec les intensivistes et avec toute l'expertise médicale et professionnelle d'avoir des soins intensifs, à ce moment-là, on va les transférer. L'objectif étant d'avoir la pertinence de soins puis d'avoir la qualité des soins avec les bonnes personnes. Merci. Merci à vous. Oups, merci pour la question.
Eric, est-ce qu'il y a maintenant des questions par Teams? Je n'ai pas de questions en ligne. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Écoute, merci à vous tous d'être venus dans cette soirée de pluie. Nous avons vraiment un beau projet devant nous. Nous sommes vraiment fiers. Myriam a dit que c'est un grand marathon, c'est vrai, et on commence à voir la ligne d'arrivée à la fin. Et honnêtement, moi, j'ai eu la chance cet été de visiter le site et c'est vraiment, vraiment excitant de voir le progrès qu'on a fait jusqu'à date. Et c'est tout pour être capable d'offrir des meilleurs soins et services à la population. Alors, merci tout le monde. Et merci pour vos questionnements et vos inquiétudes que vous avez partagées avec nous ce soir. Merci beaucoup.